Le 5 septembre, deux journalistes du New York Times, Dave Phillips et Matthew Cole, ont publié un article d'investigation retentissant. Une équipe de la Sea, Air and Land Team 6, célèbre pour avoir éliminé Oussama Ben Laden, s'est infiltrée en Corée du Nord en 2019. Leur mission ? Installer du matériel pour que les États-Unis interceptent les communications de Kim Jong-un lors de négociations nucléaires avec Trump. Si cela avait réussi, tout cela aurait offert à la communauté du renseignement américaine des informations sans précédent sur Pyongyang. Nous évoquons ici les discussions privées de Kim Jong-un, sa position réelle sur les négociations avec Trump, ses échanges avec la Russie et la Chine, et sans doute ses avis sur le dernier arc de One Piece. Vous savez, le genre de renseignements pour lesquels les analystes seraient prêts à tout, même à vendre leur mère. Malgré d'énormes récompenses potentielles, les risques étaient tout aussi grands, voire supérieurs. Si la mission était détectée et les SEAL capturés, ils deviendraient en otage d'un État connu pour ses violations des droits de l'homme. L'exposition risquait aussi de faire échouer les négociations ou de provoquer un conflit. Les dirigeants de l'administration Trump estimaient qu'une action militaire contre la Corée du Nord entraînerait une réaction catastrophique. L'opération était si risquée qu'elle nécessitait l'approbation directe du président Trump. C'était le genre de mission où tout devait se passer parfaitement. Et ce n'est que maintenant, 6 ans plus tard, que nous pouvons enfin voir comment tout a terriblement mal tourné et comment ces échecs peuvent encore influencer le paysage diplomatique en Asie aujourd'hui. À son arrivée en 2016, Donald Trump a adopté une position bien plus ferme envers la Corée du Nord que Barack Obama. Les tensions entre les deux nations étaient très vives au début du mandat. Donald Trump et le vice-président de l'époque, Mike Pence, ont tous deux menacé que la Corée du Nord finirait comme la Libye, un pays dévasté dont le dirigeant a été renversé si Kim ne renonçait pas à ses armes nucléaires. Jusqu'ici, rien de surprenant pour le monde venant d'une présidence Trump. Puis, un phénomène étrange est survenu. Leur relation s'est améliorée. Elle s'est non seulement réchauffée, mais aussi illuminée. Trump s'est passé de traiter le dictateur nord-coréen de petit homme fusée et de menacer Pyongyang à échanger des lettres à la prose fleurie avec ce dirigeant. Trump ira même jusqu'à dire que tous les deux, et je cite, sont tombés amoureux après avoir échangé ces lettres. Kim était si épris que la Corée du Nord a temporairement arrêté de tester des armes nucléaires et des missiles longue portée. Malgré des liens plus étroits, Washington doutait encore des intentions de Kim. La communauté du renseignement a donc agi selon son expertise. Elle a révélé avoir un moyen de collecter des renseignements exploitables à Pyongyang et de lever l'incertitude, une nouvelle technologie de surveillance récemment développée. Le seul hic, quelqu'un devrait s'infiltrer en Corée du Nord, un pays tellement fermé au monde qu'on l'appelle le royaume ermite, et y installer l'appareil. C'est aussi difficile que de convaincre Garfield de ne pas manger la lasagne de Jean. Le plus grand obstacle pour entrer en Corée du Nord, c'est la géographie. Au sud, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont séparées par une zone tampon de 250 km appelée zone démilitarisée. La zone démilitarisée est surveillée par des soldats des deux Corées et tenter de la franchir discrètement mènerait sans doute à une mort atroce. Au nord, Pyongyang est séparé de la Chine par les rivières Yalu et Tumen. Il n'y a quasiment aucune chance que Pékin autorise les États-Unis à utiliser son territoire pour lancer une mission clandestine en Corée du Nord. Même si cela arrivait, les forces américaines devraient encore affronter l'armée d'informateurs dans les villages nord-coréens près de la frontière. Face à des obstacles aussi insurmontables, la mission a été confiée à l'équipe Sea, Air and Land 6 en 2018. Même pour une équipe considérée comme l'un des groupes d'opérateurs les plus élites au monde, la mission serait extraordinairement difficile. Ils doivent survivre des heures dans l'eau glacée, échapper aux forces de sécurité, réaliser une installation technique précise et repartir sans être vus. Ils l'avaient déjà fait en 2005. Ils étaient confiants de pouvoir le refaire. Pour y parvenir, selon des sources qui se sont confiées au New York Times, la marine ferait discrètement entrer un sous-marin nucléaire de 180 mètres de long dans les eaux au large de la Corée du Nord, puis déploierait 2 mini-sous-marins qui rejoindraient silencieusement le rivage. Les mini-sous-marins étaient des sous-marins humides, ce qui signifiait que les nageurs de combat à l'intérieur flotteraient dans une eau de mer proche du point de congélation pendant environ 2 heures. Ils porteraient du matériel de plongée et des combinaisons chauffantes. Près de la plage, les mini-sous-marins déposeraient 8 nageurs de combat qui rejoindraient la cible à la nage. Installer l'appareil, puis repartir discrètement vers la mer. Pire, les nageurs de combat iraient à l'aveugle.
Pour les forces spéciales, aller à l'aveugle signifie qu'elles n'auraient pas de drone survolant la zone pour fournir une vidéo haute définition de la cible. Cette vidéo, transmise en direct à l'équipe et au chef, est essentielle à la réussite des missions. En Corée du Nord, un drone accroîtrait fortement le risque d'être découvert. Des responsables militaires ont déclaré au Times qu'au lieu de drones, l'équipe devrait compter sur des satellites en orbite et des avions espions astant à haute altitude dans l'espace aérien international à des kilomètres de là, qui ne pourraient fournir que des images fixes en basse définition. De plus, les images ne pouvaient être transmises ni en temps réel ni aux mini-sous-marins, car cela risquait de révéler leur position. La mission devait se dérouler presque sans aucune communication. Pour surmonter ces difficultés, les Sea, Air and Land ont passé des mois à s'entraîner pour anticiper tous les défis. Après avoir étudié les déplacements, la pêche et la météo, ils ont conclu qu'arriver en pleine nuit, l'hiver, réduisait fortement les risques de croiser quelqu'un. Comment dit-on déjà à propos des plans des souris et des hommes? Ils ignoraient encore que l'équipe Sea, Air and Land 6 allait bientôt se rappeler qu'une mission parfaitement préparée peut vite devenir totalement fucked up beyond all recognition. Qu'est-ce qui a échoué? En février 2019, Trump a annoncé un sommet nucléaire avec Kim Jong-un à Hanoï, Vietnam. Ce serait leur deuxième rencontre après celle de 2018 à Singapour. À ce moment-là, les SEALs ont reçu le feu vert pour la mission. Le New York Times a confirmé les facteurs considérés par le président pour approuver cette mission, puisque John Bolton et Patrick M. Shanahan, alors responsables de la sécurité nationale, ont refusé de commenter. Compte tenu du moment, il est plausible que le principal facteur pris en compte par la Maison-Blanche ait été leur besoin de fournir à Trump autant d'informations que possible avant son entretien avec Kim. Trump s'est longtemps présenté comme un expert en négociation. Conclure un accord avec la Corée du Nord renforcerait son héritage. Quelle qu'en soit la raison, les SEALs étaient bientôt à bord de leur sous-marin pour la Corée du Nord. Par une nuit calme et paisible, le mini-sous-marin glissa vers sa cible, leur capteur indiquant que le rivage semblait désert. Arrivé à l'endroit prévu sur le fond marin, l'équipe a fait ce que le New York Times appelle la première de 3 petites erreurs. Selon le plan, les mini-sous-marins devaient se garer dans la même direction. Malheureusement, l'un des sous-marins a dépassé la zone prévue et a dû faire demi-tour, et les sous-marins se sont retrouvés orientés dans des directions différentes. Faute de temps, ils sont allés au rivage pour résoudre le problème plus tard. Un domino avait été poussé. Les Sea, Air and Land, munis d'armes et de munitions intraçables, ont nagé jusqu'au rivage. Ils remontaient régulièrement à la surface pour observer autour d'eux. Tout semblait dégagé. C'était leur deuxième erreur. Ils n'ont pas vu le petit bateau nord-coréen flottant sur l'eau. Pour être juste envers les SEALs, les capteurs de leurs lunettes de vision nocturne détectaient tôt la chaleur, mais les combinaisons de plongée des Coréens étaient refroidies par l'eau de mer froide. Les SEALs sont arrivés sur la rive, convaincus qu'ils étaient seuls. Un autre domino a commencé à vaciller. De retour au mini-sous-marin, l'un des pilotes a accéléré le moteur électrique pour repositionner le sous-marin, mais il faisait face dans la mauvaise direction. C'était la troisième erreur, car certains SEALs pensaient que le sillage du moteur avait attiré l'attention du bateau nord-coréen. Si l'équipage avait enquêté sur le bruit, il aurait peut-être vu la lumière du cockpit du sous-marin dans l'eau sombre. Le dernier domino a basculé en avant, son élan irrésistible. Si chaque erreur s'était produite isolément, la mission se serait probablement déroulée sans accroc. Malheureusement, tels des dominos, les erreurs se sont succédées jusqu'à ce que les Nord-Coréens s'en aperçoivent. Lampe torche à la main et enthousiastes, les Nord-Coréens ont dirigé leur bateau vers les mini-sous-marins. Certains des pilotes de mini-sous-marins rapporteront plus tard que le bateau semblait encore être à une distance sûre et ils doutaient d'avoir été repérés. Pour les SEALs à terre, il semblait que ceux dans le bateau approchaient en compte des mini-sous-marins. Vous vous souvenez quand nous avons mentionné que toute la mission devait se dérouler sous un quasi-blackout total des communications ? Eh bien, cela signifiait que les SEALs à terre ne pouvaient pas contacter leurs coéquipiers sous l'eau par radio pour clarifier la situation. N'ayant aucun moyen de discuter de la prochaine action avec ses supérieurs qui se trouvaient à des kilomètres sur le sous-marin principal, le Sea, Air and Land le plus gradé a tiré sur le bateau. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Si un Sea, Air and Land de la Navy décide de vous éliminer, la seule façon de quitter la zone, c'est en tant que cadavre. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux pêcheurs nord-coréens, des civils non armés, qui par un malheureux concours de circonstances, se trouvaient à plonger pour ramasser des coquillages au moment précis où les Sea, Air and Land S ont débarqué. L'identité des personnes dans le bateau importait peu. En tirant, l'équipe révélait sa position et risquait de compromettre la mission.
Tout ce qu'il restait à faire était de se débarrasser des corps, ce que les responsables ont ensuite affirmé avoir fait en tirant les corps dans l'eau et en leur perforant les poumons pour s'assurer qu'ils couleraient puis ils ont fui les lieux. Peu après, des satellites espions américains ont repéré une hausse de l'activité militaire nord-coréenne dans la région. Pyongyang n'a rien déclaré publiquement sur les décès, et la plupart des responsables américains ignoraient ce qui s'était passé ou qui en était responsable. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de conséquences majeures à cause de ce raid raté. Des conséquences qui ont peut-être anéanti tout espoir d'un accord sur le programme nucléaire de Pyongyang. La question nucléaire. Et donc maintenant que nous avons le contexte, nous arrivons enfin à la partie la plus importante de cette vidéo, celle où nous essayons d'évaluer l'impact qu'a eu ou non ce raid raté. Nous ne pouvons nous baser que sur les informations publiques. Mais même cela suffit à nous faire nous demander s'il n'y a pas eu une réaction en coulisses à ce raid raté. Les faits sont les suivants. Fin février, Trump et Kim Jong-un se sont retrouvés à Hanoï pour un sommet nucléaire de 2 jours, alors marqué par un réel optimisme, malgré les difficultés apparentes aujourd'hui. Lors d'un discours à Stanford, André Kim, ex-chef du Centre de mission pour la Corée à la CIA, a exprimé cet optimisme. Il a expliqué que Kim avait confié à Mike Pompeo qu'il était père et mari, et ne voulait pas que ses enfants vivent avec la menace nucléaire. Bien que ces déclarations montrent le côté doux de Kim, elles ont aussi pu avoir un but stratégique. Elles ont présenté le dictateur aux responsables américains comme un dirigeant pragmatique et ouvert au compromis. Au sommet, Kim a partagé ce sentiment. À la question d'un journaliste sur le démantèlement de son programme nucléaire, il a répondu « Si je n'étais pas prêt, je ne serais pas ici. » Pourtant, comme nous tous ici dans ce futur dystopique le savons, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le sommet a été écourté lors de son 2e jour. La Maison-Blanche a affirmé que c'était parce que Pyongyang avait exigé des choses ridicules, comme la levée totale des sanctions en échange de petits pas. La Corée du Nord a affirmé n'avoir demandé qu'une levée partielle des sanctions et, en échange, proposé de démanteler totalement son principal site nucléaire de Yongbyon. Pour être clair, il est tout à fait possible que ce soit vraiment ce qui se passe. Même entre alliés, les échecs sont fréquents. L'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada a mis des années à être négocié, plus d'1 décennie à entrer en vigueur et attend encore la ratification de plusieurs États européens 11 ans après sa signature. C'était un accord commercial dont le principal obstacle était l'accès au marché. Si cela peut se transformer en un cauchemar aussi tortueux, il est alors facile de comprendre comment des négociations nucléaires à enjeux élevés entre adversaires pourraient s'effondrer d'un coup. D'elles-mêmes. Mais certains se demandent si la cause de l'échec du sommet ne se trouvait pas dans les discussions elles-mêmes, mais plutôt dans le raid raté des Navy Seals. David Phillips, auteur de l'article du New York Times, fait partie de ceux qui croient cette version des faits. Si les services de renseignement nord-coréens avaient réussi à reconstituer ce qui s'était passé lors du raid, même partiellement, cela aurait suffi à faire échouer les discussions. Cela expliquerait aussi les bizarreries, comme la reprise des essais d'armes par Pyongyang après le sommet. Malheureusement, sans confirmation officielle de la République populaire démocratique de Corée, cela ne restera qu'une théorie. Les années suivantes, la Corée du Nord s'est éloignée des États-Unis, rapprochée de la Russie et de la Chine, et a envoyé des troupes soutenir Moscou contre l'Ukraine. À mesure qu'elle se rapprochait de ses puissants alliés, Pyongyang est devenue encore plus intransigeante sur son statut nucléaire. Aujourd'hui, la position de la République populaire démocratique de Corée est que de futures discussions avec Washington n'auront lieu que si la Corée du Nord est reconnue comme un État doté de l'arme nucléaire. Bien que ce raid raté ait eu des conséquences importantes, ce n'était pas le seul enjeu. Se pose aussi la question de la raison de la fuite de cette histoire. À chaque fuite de ce genre d'histoire, il faut se demander pourquoi. Cette histoire, classée sous 2 administrations distinctes, refait surface plus de 6 ans après, suggérant qu'il y a plus qu'un simple journalisme d'investigation. Interrogé par Anderson Cooper de Cable News Network, David Phillips a estimé que sa source cherchait peut-être plus de responsabilité. L'administration Trump n'a jamais informé les dirigeants du Congrès de la mission ni de l'enquête. Plusieurs responsables militaires étaient inquiets, car l'image publique des SEAL repose sur leur succès médiatisé, alors que leurs échecs restent secrets. Selon Phillips, les SEAL sont vus comme des Superman, souvent à juste titre, mais de nombreux échecs restent confidentiels, même pour les décideurs. Un autre président pourrait croire pouvoir compter sur les SEALs pour cela, sans réaliser que leur bilan est mitigé.
Ce bilan a conduit le président Obama à renforcer la supervision des opérations spéciales, limitant les raids de commando aux situations exceptionnelles comme les sauvetages d'otages. La première administration Trump a annulé bon nombre de ces restrictions et réduit le niveau de délibération au plus haut niveau pour les missions sensibles. Seul l'avenir dira si rendre cette histoire publique fera vraiment une différence à long terme. Réfléchir aux échecs passés est utile, mais la fenêtre pour des discussions sérieuses avec Pyongyang n'a pas juste été fermée. Elles ont été verrouillées, murées et enterrées avec l'inscription « Se war beloton on des épaules ». Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Moscou finance la République populaire démocratique de Corée avec l'argent du pétrole et des technologies contre des obus et missiles pour frapper l'Ukraine, tandis que Pékin soutient diplomatiquement Kim. Les incitations à une résolution pacifique ont donc disparu. C'est une tragédie mondiale. Il n'y a peut-être jamais eu d'espoir de solution pacifique à la question nord-coréenne. Peut-être que le sommet de Hanoï était voué à échouer dès le départ. Peut-être le sommet est voué à échouer là. Mais s'il est vrai que ce raid raté est ce qui a fait échouer les négociations, alors il s'agit peut-être de l'une des opérations militaires les plus importantes menées par les États-Unis au cours de la dernière décennie. Pour cette raison, si ce n'est pour aucune autre, le monde mérite d'en être informé. Merci de regarder.